Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet plutôt sombre ensemble, puisqu'on va parler des serial killers, ou donc en français des tueurs en série. Je te préviens avant de commencer la vidéo, je mettrai aucune image trash, pas de cadavres ou de têtes découpées, cependant le discours ou en tout cas le récit de leur meurtre peut quand même te choquer. Et autre chose avant de commencer, j'avais pas envie de te faire une liste de 25 tueurs en série, parce qu'au final t'aurais reçu plein de noms, plein d'anecdotes, t'aurais tout mélangé, donc je vais seulement en aborder 3, mais de manière beaucoup plus approfondie. Je vais te raconter un petit peu de toute leur vie, du moins une grande partie. Assez de blabla. Notre premier tueur en série, c'est Albert Fish. C'est une référence dans le milieu du dégueulasse. Pour essayer de comprendre sa vie, on va commencer par son enfance. Donc déjà, son père est mort quand lui n'avait seulement que 5 ans. Sa mère devait travailler, donc l'a placé en orphelinat. Il a passé 2 ans en orphelinat, de 5 ans à 7 ans. Ça a été vraiment un moment charnière de sa vie, puisque dans cet orphelinat, il a été maltraité, fouetté, puni, comme tous ses autres camarades. Sauf que lui, il y prenait plaisir, il aimait qu'on lui fasse mal, et il aimait aussi voir les autres souffrir. À 5 ans déjà, il avait des érections quand on le tapait. C'est-à-dire que déjà très très jeune, il a associé la douleur avec le plaisir. Donc on peut dire qu'Albert Fish est devenu sadomasochiste avant ses 7 ans. Durant son enfance aussi, il a fait une grosse chute d'un arbre, et les experts pensent que psychologiquement, ça l'a pas arrangé, ça a un peu secoué son cerveau. Maintenant, je vais te présenter globalement Albert Fish. Il était réputé pour avoir un physique de gentil grand-père bienveillant. Sauf que durant toute son existence, il a eu une vie sexuelle vraiment perturbante. Donc déjà, il était sadomasochiste, il était pédophile, il s'est prostitué, il était fasciné par la castration, c'est-à-dire la mutilation des parties génitales, que ce soit les siennes, ou celle d'autres personnes, et en général des enfants. Et pour faire court, il buvait du sang, de la pisse et mangeait de la merde, la sienne ou celle des autres. Il était aussi accessoirement un cannibale. Le psychiatre d'Albert Fish, après son emprisonnement, a déclaré que ce tueur en série dépassait toutes les limites, toutes les frontières du possible d'un psychopathe lambda. Il a avoué à son psychiatre avoir tué à peu près 400 enfants, en général des petits garçons noirs. Parce qu'à l'époque, il y a moins d'une centaine d'années, aux États-Unis, lorsqu'un petit garçon noir était perdu, était kidnappé, ça intéressait beaucoup moins la police qu'un garçon blanc. Albert Fish avait aussi une autre occupation, c'est qu'après ses meurtres, il prenait un malin plaisir à envoyer des lettres aux familles des victimes. Au lieu de te raconter ce qu'il faisait, et je vais te lire une lettre qu'il a envoyée à une famille des victimes, 6 ans après le meurtre de leur petite fille de seulement 10 ans. Je vous ai apporté un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixais mon choix sur elle. Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'emmenais dans une maison à Westchester que je venais de louer. Je lui demandais de rester à l'extérieur, elle cueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tacher. Quand tout fut prêt, je l'appelai par la fenêtre, puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée, elle dit qu'elle se plaindra à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et griffait, je l'ai étranglée, puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans mes chambres. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas baisée, même si je l'ai regrettée. Elle est morte vierge. En plus de tuer une petite fille, Albert Fish a surtout détruit la vie d'une famille complète. Je vais te lire une deuxième lettre, un peu similaire, qui concerne un enfant de 4 ans, où là, il explique vraiment toutes les tortures qu'il lui a faites. Enfin, la lettre parle d'elle-même. Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites, enfoncé le couteau dans le ventre et y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis, je l'ai démembré, et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril, et les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Après, j'ai tranché la tête, les pieds, les bras, et les jambes au-dessus du genou. Je suis rentré chez moi en emportant de la viande, mes morceaux préférés, son sexe, ses rognons et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le rôtir au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux du visage et du ventre. J'ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri, c'était bon. Les fesses, je les ai découpées en 2 et mises sur un plat avec sur chacune des lanières de bacon. J'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus et la sauce avant d'y mettre des oignons. À intervalles réguliers, j'ai arrosé de jus son derrière avec une cuillère en bois afin que la viande soit juteuse. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui ait été la moitié aussi excellente que ce délicieux petit cul grassouillé. J'en ai mangé pendant 4 jours. Par contre, ces petites roubignoles étaient trop dures. Je n'arrivais pas à les mâcher. Je les ai jetées dans les toilettes. C'est-à-dire que s'il existe un enfer pour les enfants, c'est forcément avec cet homme-là. D'ailleurs, Albert Fish
Pour te montrer qu'il fonctionne vraiment à l'envers, il avait expliqué à son psy qu'il bâillonnait les enfants pour pas qu'ils crient, pour pas que les voisins aient des soupçons. Mais il préférait surtout ne pas les bâillonner dans un endroit très discret pour entendre les cris de l'enfant qui souffrait. Moi je pense surtout que le cri d'un enfant qui souffre, c'est peut-être un des pires bruits que tu peux entendre dans ta vie. Et bah lui non, il prenait plaisir. On a retrouvé sur chaque cadavre d'enfant des déchirures anales. Ça veut dire que, en plus de les torturer, en même temps, il est en train de les violer. Pour finir, à 65 ans, il a été condamné à mort par la chaise électrique après une vie de boucherie sans nom. Petite anecdote, il prenait plaisir à s'enfoncer des aiguilles dans l'aine, c'est-à-dire à peu près ici, sauf que à force de s'enfoncer des aiguilles, il n'arrivait plus à les ressortir et elles restaient dans son corps. Une fois, il avait même essayé de se mettre des aiguilles dans les couilles, mais pour le coup là, ça lui faisait un peu trop mal. Tout ça pour te dire qu'il est arrivé le jour de son exécution avec 27 aiguilles dans le corps, et qu'au moment de le tuer par la chaise électrique, ça a fait un court-circuit et ils ont dit s'y reprendre à 2 fois. De plus, Albert Fish était limite impatient de mourir. Pour lui, c'était une nouvelle expérience. Il racontait même que c'était la seule souffrance qu'il n'a pas encore testée. Avant son exécution, il a déclaré aux témoins présents dans la salle « Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là ». L'année dernière, sur Steam, il y a un jeu vidéo qui est sorti, ça s'appelait Masochia, je crois de mémoire, où tu peux incarner un Albert Hamilton Fish, donc le tueur en série que je viens de te parler. Et ce jeu est vraiment glauque parce que tu dois trouver des aiguilles pour te soulager et tu es accompagné par une petite fille qui s'appelle Grace. Et ce n'est personne d'autre que la petite fille de la première lettre. Là, c'est que mon avis, mais je trouve que ce jeu est vraiment de mauvais goût. Notre deuxième tueur en série, c'est Edmund Kemper, plus connu sous le nom de L'ogre de Santa Cruz. Il est toujours en vie, mais en prison, bien entendu. On l'appelait l'ogre pour son physique vraiment imposant. 2,10 m pour 130 kg. Pareil, même raisonnement, on va retourner dans son enfance pour voir à quel moment il a pété un câble. Lorsqu'il avait 9 ans, ses parents ont divorcé et il est resté vivre avec sa mère et ses grandes sœurs. Il racontait plus tard qu'une de ses grandes sœurs le frappait régulièrement. Et sa mère le maltraitait aussi. Puis un jour, sa mère a décidé que le petit Edmund ne devait plus dormir dans la maison avec les autres filles, donc il a été puni en quelque sorte. En tout cas, il était obligé de dormir à la cave dans le noir. C'est à ce moment-là qu'il a un peu pété un câble. En même temps, t'es d'accord avec moi, je veux dire, dormir dans une cave sombre pour un enfant, ça peut le traumatiser. Surtout moi. Il raconte lui-même qu'il avait l'impression de dormir en enfer, entouré de fantômes et de démons. Un peu plus tard dans son enfance, il a commencé à torturer et tuer des animaux, des chats, des chiens et même le petit chat de la famille. C'est un trait commun chez les tueurs en série car durant leur enfance, beaucoup torturent et tuent des petits animaux. Je t'explique un peu le raisonnement. Tu vois, Edmund Kemper est dominé par sa mère, par ses grandes sœurs qui sont les dominantes. Donc la seule manière de devenir à son tour un dominant est de dominer une espèce inférieure. Donc si les tueurs tuent des animaux durant leur enfance, c'est bien sûr pour affirmer leur supériorité physique face à un autre être vivant. Vers 14-15 ans, sa mère a décidé que Edmund devait aller vivre chez ses grands-parents maternels. Mais ça s'est pas super bien passé. Il a buté sa grand-mère, puis ensuite son grand-père, avec le fusil de chasse de la maison. Ensuite, bien entendu, il a été interné dans un hôpital psychiatrique, sauf que quand il est ressorti majeur, il a encore plus pété un câble qu'avant. Il a d'ailleurs déclaré « Lorsque je croise une jolie fille dans la rue, une partie de moi se dit « Quelle chouette nana, j'aimerais lui parler, sortir avec » et l'autre moitié de moi pense « Je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu. » Bon, tu vois qu'il est pas très bien équilibré le garçon. Donc quand il était jeune homme, il s'est acheté une voiture et il prenait des autostoppeuses, en général étudiantes, mignonnes, entre 16 et 20 ans. Il les faisait monter dans la voiture, il les tuait, les découpait, emmenait son corps dans des maisons, prenait des photos d'elles nues, et il avait même des relations sexuelles avec des morceaux de cadavres. Et j'insiste bien sur le terme morceaux de cadavres. Une fois même, il a découpé un morceau de cadavre qui pourrissait dans son coffre, il l'a fait cuire avec du fromage pour le manger, et il a déclaré « Je possède à nouveau ma victime en la mangeant ». Ensuite, il a continué sur sa lancée, il a été chez sa mère avec un marteau, donc il l'a tué à coups de marteau, il lui a découpé la tête, il lui a arraché les cordes vocales, il a violé la tête de sa mère, ensuite il a violé le corps de sa mère, ensuite il a pris la tête de sa mère, il l'a mise sur la cheminée et il lançait des fléchettes. Le lendemain, alors qu'il avait planqué le cadavre dans l'armoire, il a invité une amie de la famille pour dire tiens on va faire un repas. Il l'a tué, il l'a décapité, il l'a violé. Et ensuite ce sont vraiment ses derniers meurtres. Puisqu'après ça, il a été se rendre à la police, il a tout avoué, il a donné toutes les preuves, toutes les pièces à conviction. Sauf qu'il a jamais avoué qu'il avait violé le cadavre de sa mère, même si les preuves sont irréfutables. Il n'a pas été condamné à la peine de mort, car durant la période de sa condamnation, la peine de mort était suspendue. Bon, cependant, il a quand même eu la prison à perpétuité, mais de nos jours, il déclare qu'il n'a plus du tout envie de tuer, que depuis qu'il a tué sa mère, il n'a plus aucune envie de meurtre.
Il est apaisé comme il dit. Le FBI lui rend souvent visite pour essayer de comprendre le comportement psychologique des tueurs en série. Et depuis qu'il est en prison, Ed Kemper a vraiment l'image d'un prisonnier modèle, très poli, très gentil et toujours prêt à aider quelqu'un qui en a besoin. Il affirme aussi qu'il comprend tout à fait qu'on le laisse en prison et qu'on le remette pas en liberté. Venons-en à notre troisième et dernier tueur en série de la chronique, Richard Kuklinski, ou plus connu sous le nom de Iceman. Par contre, lui n'a jamais tué femme ni enfant et ne voulait surtout pas le faire. On l'appelait Iceman pour deux raisons. La police l'appelait comme ça car il conservait ses cadavres dans des congélateurs ou des chambres froides dans le but d'effacer les preuves. Mais la presse l'appelait Iceman car c'était vraiment un être de sang-froid, un tueur de sang-froid qui ne possédait vraiment aucune empathie envers ses victimes. Mais il a toujours été d'un naturel violent. Son premier meurtre remonte à ses 13 ans. Il a tué un de ses camarades de classe car pour lui, il jouait un peu trop le caïd. Il était donc très impulsif. D'ailleurs, quand il était jeune, il a raconté qu'une fois il s'était fait insulter en public par un homme dans un bar. Il a attendu à la sortie du bar et il a vu que cet homme-là dormait dans sa voiture. Il a pris de l'essence et du feu, il a brûlé sa voiture et ensuite il a écouté la victime hurler, et c'est lui qui l'a dit, crier comme un porc. Il devient donc tueur à gages et doit tuer des parfaits inconnus sur demande sans poser aucune question. D'ailleurs, un parrain de la mafia, pour le tester, est monté en voiture avec lui et lui a dit « Tu vas tuer lui ». Un homme, un innocent qui traversait une rue avec son chien. Richard Kuklinski est sorti de la voiture et il l'a tué de sang-froid. Ensuite, il est remonté dans la voiture et il est parti. Ça veut dire que son test pour rentrer dans la mafia était de tuer un innocent, ça veut dire un père de famille, qui aurait pu être le mien ou le tien. Il a avoué avoir tué au moins 100 personnes, mais les enquêtes pensent qu'il en a tué plus de 250. Parfois même, la mafia lui demandait de filmer les victimes mortes en train de se faire dévorer par des rats. Avec tout ce que je te dis, tu te dis, bon cet être ne peut pas ressentir d'amour, puisqu'il tue de sang-froid, il n'a vraiment aucune affection, aucune empathie pour l'être humain. Sauf qu'il avait vraiment une double vie. Il avait une petite vie familiale, tranquille, il était respecté des voisins, il avait sa femme et ses 2 filles, et il répétait sans cesse que c'était dans sa famille qu'il se sentait le mieux. Bien entendu, ses petites filles et sa femme ne savaient pas du tout que leur mari et leur père étaient un tueur à gages. D'ailleurs, c'était comme ça dans la maison. Richard Kuklinski pouvait quitter la maison dans la nuit pendant le repas, en pleine journée comme ça, et sa femme n'avait pas le droit de lui poser de questions. Elle disait simplement au revoir, mais jamais où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. C'était convenu comme ça et c'était une règle dans leur couple. Durant une interview, un journaliste lui pose la question « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tué tous vos amis ?» Et il dit « Je n'ai pas tué tous mes amis. Il y en a un ami que j'ai jamais tué et c'est à cause de cette personne-là que je suis en prison maintenant. » Donc pour cet homme-là, la morale de l'histoire, c'est qu'il aurait dû tuer tous ses amis et ne pas en épargner un seul. Il est mort en prison en 2006 d'une mort naturelle. Enfin naturelle, ça a été remis en cause. Certains pensent qu'il s'est fait assassiner. Alors personnellement, j'ai découvert ce tueur à gages par un film, c'est The Iceman, il est sorti 2011 ou 2012 de mémoire, je sais plus. Et j'ai bien aimé ce film, car il nous fait vraiment découvrir les 2 facettes de ce personnage. D'un côté, on voit que c'est un mari paisible, assez calme avec sa femme, très protecteur envers ses filles. De l'autre côté, on voit que c'est un tueur à gages, vraiment sans aucune émotion envers ses victimes. Cette 11e chronique est terminée. Dans 2 semaines, je vais refaire 3 ou 4 tueurs en série, à peu près dans le même délire. Ensuite, on passera à autre chose, on va pas passer toute l'année sur les tueurs en série. Je te propose d'aller voir la dernière chronique sur les 10 végétariens connus, et celle encore d'avant sur la vie extraterrestre. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez pas trouvé un peu trop glauque ou pas assez trash, tu peux me dire aussi ce que t'en penses. Et dis-moi dans les commentaires le tueur en série qui t'a donné le plus de frissons, pas forcément dans les 3 que je viens de te dire, tu peux aussi en trouver d'autres sur internet. Bon allez, à la prochaine.